Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi matin, chers amis internautes, pour le décryptage des actualités de la semaine. Ce samedi matin, je reçois pour vous Euloge Gandaro, qui est directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Il sera face à un autre directeur de publication, Joseph Perzonago, directeur de publication de La Dépêche. Avec eux, nous essaierons de commenter la confection de la liste électorale informatisée et les critères qu'imposent les responsables du parti politique Les Démocrates pour leur participation aux élections législatives de 2023. Nous parlerons également de la cession des logements sociaux, une décision qui a été prise en Conseil des ministres cette semaine. Nous parlerons également de la proposition de loi qui fait couler beaucoup d'encre de salive, une proposition de loi pour les pensions des députés et des présidents d'institutions de la République. Et si le temps nous le permet, chers amis internautes, nous essayons de livrer quelques espérances par rapport à la rencontre qui aura lieu la semaine prochaine entre le président de la République, Patrice Talon, et les responsables des centrales et confédérations syndicales. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Merci de nous préférer pour suivre le décryptage de l'actualité politique de la semaine. Tout de suite, on retrouve les invités pour le décryptage. Le décryptage, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous. Euloge Gandaro, bonjour. Bonjour Kader et bonjour à tous les amis internautes. Merci d'être à nos côtés. Bonjour à vous également, Joseph Perzonago. Bonjour aux internautes de Esaïe TV. Bonjour à vous, chers confrères. Merci d'être toujours disponible pour nous. C'est un devoir. Merci à vous. Alors, Euloge Gandaro, vous êtes professionnel des médias, journaliste, analyste politique. Vous avez suivi l'actualité hier vendredi, après fait l'enrôlement pour le recensement administratif à vocation d'identification de la population, RAVIP, un recensement qui entre dans le cadre de la confection de la liste électorale informatisée. Selon vous, est-ce que le processus a connu des couacs? Bon, le processus a connu des couacs. Bon, je ne dirais pas ça. Il peut y avoir des insuffisances. Écoute, ce travail n'est jamais parfait, d'accord? Moi, je pense que l'essentiel a été fait. Maintenant, il revient aux autorités béninoises chargées de faire ce travail-là, n'est-ce pas? De faire l'évaluation. Et s'il y a des insuffisances, s'il y a des corrections à faire, nous restons dans l'espoir que cela va se faire. De toutes les façons, nous avons constaté quand même que beaucoup de Béninois sont sortis pour aller se faire enrôler. Vous savez que le RAVIP, ce processus, on l'a enclenché depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de Béninois aujourd'hui qui ont cette pièce-là. Et vous savez, à l'avenir, on en aura besoin pour remplir beaucoup de formalités administratives. Nous en aurons besoin dans la vie civile, nous en aurons besoin pour beaucoup de choses. Et en tant que citoyens, il est normal que nous soyons à jour, nous soyons en règle vis-à-vis de la loi. Cela suppose que si on exige de nous un papier, une pièce, n'est-ce pas, pour constituer un dossier, nous devons l'avoir. Et il faut le dire également pour nos enfants, aujourd'hui, demain et à l'avenir. Donc, il faut le faire. Bon, donc, il ne s'agit pas seulement de voir en cela les élections. Bon, maintenant, quant à la confection de la liste électorale, un travail a été fait et je pense que c'est de bon ton que l'ANIP, l'Agence nationale d'identification, revienne sur ça parce que tout n'est pas encore bon. Pour voir, on a parlé de résidus, pour voir là où il faut encore arranger. Ceux qui ne s'étaient pas fait enrôler, ceux qui ne s'étaient pas fait inscrire, il faut leur donner l'occasion, n'est-ce pas, d'aller consulter ce qui est affiché au niveau des arrondissements et s'ils ont des réclamations à faire, s'ils ont des corrections à exiger, ils puissent le faire. Bon, donc je pense que il y a eu un rallongement, il y a une prorogation pour permettre aux retardataires de se rattraper. C'est une bonne chose, mais je pense que malgré tout ça, il doit y avoir encore des retardataires. Vous nous connaissez en béninois, il revient à l'ANIP de prendre les discussions qui s'imposent. Et dans ce cas, je pense que c'est déjà bien. Pour ce qui concerne les enfants, il a été dit que le mois prochain, spécialement, il y aura l'enrôlement des enfants pour le RAVIP. Et également, on donne l'opportunité aux retardataires qui n'ont pas pu le faire de saisir l'occasion pour le faire. Tout cela est bon et je crois qu'après cela, à ma connaissance, ce qui a été dit, une liste provisoire de la liste sera affichée. Ceux qui ont fait le RAVIP prendront connaissance de là où ils peuvent aller voter. Ceux qui n'ont pas pu faire les corrections nécessaires, je crois que leurs noms seront affichés là où ils ont pu faire le RAVIP. Donc c'est ce que j'en sais pour le moment. Alors, Joseph Perzonago, vous avez suivi également le processus. Quelle est votre appréciation? Bon, moi, je dirais que nous tenons moins compte souvent des contextes et des réalités de chez nous. En ce sens que
cette opération n'est pas la première en ce qui concerne le recensement de la population. On en a connu. Les régimes qui se sont succédés en ont sorti, chacun ce qui concerne des aspects. Et moi, je dis, si on devrait tenir compte de tout ce qu'on a vécu comme expérience, je m'attendais à ce qu'il y ait des postes mobiles, par exemple, pour se rapprocher davantage des populations. Parce que ce que nous on a constaté, ce qu'on a observé, c'est que les gens parfois se disent, c'est dans quel arrondissement doit-on aller, c'est où doit-on aller. On a des concentrations de population et on le sait. Pourquoi ne pas avoir des unités mobiles pour se rendre et exciter davantage cette population à se faire enrôler? Ça n'a pas été fait. Et je me dis, lorsque vous êtes à Vossa, lorsque vous êtes à Sainte-Cécile, lorsque vous êtes à Sainte-Rita et environ, si vous ne vous rendez pas à tel endroit, vous n'avez pas de chance de vous faire enrôler. Ce qui fait qu'il y a un monde fou. Les gens y vont très tôt le matin, parce qu'il faut passer devant ces arrondissements, ces bureaux d'arrondissement pour observer. Les gens y vont très tôt le matin, restent à 13 heures, ils ne sont pas servis, avec tout ce que cela comporte. Il y en a qui se désistent, qui rentrent chez eux. Mais s'il y avait des postes mobiles, repartis comme cela se doit, je pense qu'on aurait eu des résultats plus intéressants. Bon, moi, c'est l'observation que je voudrais faire. C'est ce que vous iriez faire. Alors tout à l'heure, Joseph Pardonnel déplorait l'absence de postes mobiles. Est-ce que son constat est le même à votre niveau? Oui, tout à l'heure, j'ai dit que tout n'est jamais parfait. Cette opération ne peut pas être parfaite. Dire que tout est bon à 100%, ce n'est pas possible. Alors, mais le plus important, oui, c'est déjà d'amorcer très tôt le processus. Parce qu'il a parlé de postes mobiles, c'est une possibilité. Mais dites-moi, depuis des années, en 1990, l'avènement du renouveau démocratique que nous organisons les élections ici, est-ce qu'on n'a jamais envisagé un poste mobile? Est-ce qu'on n'a jamais fait? Vous voyez, lui-même qui le dit, Perzo sait que bon, la manière dont les confessions des listes électorales se font, il le sait très bien. Donc, que ça soit la Sénat d'antan, la Sénat récente, tout ça là, vous avez vu. Avec la NIP aussi. Bon, donc c'est une possibilité. Les gens parlaient dans ce pays de vote électronique, tout ça là. Dans d'autres pays, ça se fait déjà. Voyez-vous? Donc, je pense que c'est bien, c'est une bonne chose que de démocratiser les choses, que de moderniser nos infrastructures pour que ces genres d'opérations-là, il y ait plus de célérité, il y ait plus de fiabilité dans tout ce qui se fait. Alors là, donc, on peut l'envisager. Mais pour le moment... Est-ce que vous insinuez que vous sollicitez, puisque vous avez dit que les gens vont toujours en retard, est-ce que vous voulez encore qu'il y ait encore une autre prorogation? Mais c'est possible. C'est possible si l'État tient compte, les structures chargées de l'organisation des élections tiennent compte du délai constitutionnel, parce qu'on ne va pas proroger indéfiniment. Vous le savez, qu'au Bénin ici, lorsqu'on lance une opération, ce genre de choses, il n'y a jamais la totalité des Béninois, les 11 millions qui se déplacent. Il y en a toujours qui choisissent de ne jamais aller, de ne jamais sortir. Ceux-là, on ne va pas les attendre indéfiniment. On ne va pas proroger jusqu'à la veille des élections. Vous êtes d'accord avec moi? Mais l'ANIP va tenir compte des délais constitutionnels et faire ce qu'elle peut. S'il y a possibilité de proroger encore, bon, l'ANIP va le faire parce que ce que nous voulons, c'est que nous souhaitons qu'il y ait une majorité de Béninois, n'est-ce pas, qui puissent, comment dirais-je, s'inscrire et avoir la possibilité de participer aux élections. Maintenant, s'il y en a d'obstinés, s'il y en a de têtus, s'il y en a qui délibérément choisissent de ne pas aller voter, alors là, mais ça, c'est leur responsabilité. On n'y a pas les sorties de leur maison. Est-ce qu'il peut y en avoir qui vont choisir de ne pas aller voter? Lorsque l'on a vu dans la foulée des responsables d'acteurs politiques inviter leurs militants et militantes à aller se faire enrôler, mais au niveau de l'opposition, en dehors de Force Covid Premier émergent, on n'a pas véritablement senti cet appel à l'enrôlement. Père Zonago, qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Parfois, lorsque j'observe certaines réflexions, cela me laisse pantois. Je me dis ceci. Prenons par exemple le cas des invitations à aller se faire vacciner dans le cadre de la Covid, par exemple. Est-ce qu'il revenait véritablement et prioritairement aux partis politiques, fut-il de l'opposition ou de la mouvance, de faire ce job? Nous avons une administration territoriale qui devrait être déployée. Et les politiques également, non? Je vous en prie. Oui. Je dis, est-ce qu'il revenait prioritairement? Ok. Mon français est assez simple. Prioritairement. Prioritairement. Et donc, en priorité, suis-je tenté de dire. Alors,
Je dis non. Nous avons une administration qui devrait jouer sa partition. Tout à l'heure, j'ai écouté sur ce plateau, et bon, ça m'a laissé sur ma faim, mais je comprends un peu que l'on dise, ben, tant pis pour ceux qui ne viennent pas. Est-ce que depuis des années, on a observé ici des postes mobiles? Cela voudrait dire que comme les autres ne l'ont pas fait, ceux-ci peuvent ne pas le faire et il n'y a pas de problème. Je trouve que dans la peau du journaliste, observateur et historien du président que je suis, c'est scandaleux. C'est-à-dire, moi, je souhaiterais pour mon pays de l'avancée, de la progression et de la perspective. Donc, je ne voudrais pas considérer que, comme l'autre ne l'a pas fait avant-hier, que ceux qui viennent aujourd'hui puissent ne pas le faire et qu'il n'y a pas péril en la demeure. Non. Je voudrais clore ce débat à ce niveau précis du sujet pour dire ceci. Les partis politiques. Je n'ai pas fait de recensement pour observer que les partis politiques de la mouvance ou ceux de l'opposition n'ont pas joué leur partition. Je ne voudrais pas faire ce recensement dans la mesure où je n'en ai pas fait. Je ne voudrais pas faire de restitution parce que je n'ai pas fait de recensement à ce niveau-là. Mais cessons de jeter la pierre à temps et à temps. Je voudrais simplement dire ceci. Quand on a une administration qui est bien outillée et que elle est au service de la population, des cadres compétents peuvent déjà anticiper, apprécier et dire, bon voilà, nous avons une densité de population ici. Dans Cotonou, on connaît la densité de la population, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut observer, par exemple, en allant un peu plus loin, au centre du pays, par exemple. Non, quand on va à Parakou, on sait qu'il y a une densité de la population. Et on va déployer les moyens qu'il faut conséquemment, les stratégies qu'il faut conséquemment. Pourquoi chez nous, parfois, lorsqu'il y a une activité importante, on demande aux gongonneurs d'aller? Pourquoi on n'utilise pas forcément les médias traditionnels, à savoir la radio ou la télévision? Parce qu'on sait que la couverture ne peut pas aller au tréfonds de nos contrées. Et on utilise les moyens qui nous sont propres. Alors, je dis dans le cas d'espèce, rapprochons-nous, ou alors rapprochez-vous des populations qui ont besoin de se faire enrôler. Allez vers les populations. Moi, j'étais dans un pays limitrophe, je ne vais pas citer le nom ici. J'ai observé au sein du grand marché de cette ville-là, des agents qui viennent vacciner la population contre la Covid. Au sein du marché, ils ont leurs tablettes, ils ont leurs valisettes, ils ont leurs glacières, ils ont tout ce qu'il faut. Mais, attendez, forcément, la bonne dame qui est venue faire ses petites affaires au marché, c'est-à-dire, elle est excitée d'aller le faire. C'est-à-dire, elle se demandait, mais est-ce que c'est la solution est venue à elle? Presque à ses portes. J'ai vu ça. Je ne voudrais pas citer Lomé, par exemple. Non. Mais j'ai vu ça. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, mais ça, c'est bien. C'est-à-dire, il y avait des gens qui étaient déjà réticents. Qui se disaient, mais est-ce que... Et maintenant, voilà, à leur porte, devant leurs étaux. Le processus est là. Je suis sûr que si on fait les analyses aujourd'hui, en termes de couverture, ce serait pas... On ne peut pas comparer. Non, on ne peut pas comparer les deux pays. Et il y a eu d'autres actions. Je ne le dis pas parce que je trouve qu'un pays est meilleur qu'un autre. Mais je dis, voilà par exemple quelque chose qui mérite d'être triché. Donc, ça ne fait pas de mal à quelqu'un. Les unités mobiles, ça demeure quand même. Oui. Les unités mobiles, je crois que vous êtes sur le plateau avec moi. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas le faire et que parce qu'on ne l'avait pas fait à l'avenir, qu'il ne faut jamais le faire. J'ai parlé de la modernisation des infrastructures, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand on parle de la digitalisation, du numérique, mais il faut avancer. Il faut avancer avec le monde. Nous n'allons pas vivre en autarcie. J'ai dit qu'il y a une possibilité de le faire. Je n'ai jamais rejeté ça. Mais il ne faut pas dire que parce que hier on ne l'a pas fait, ceux d'aujourd'hui ne l'ont pas fait, il n'y aura pas d'élection. Et je ne suis pas d'accord avec lui parce que lorsqu'il parle, on a comme l'impression que pour la confection de la liste électorale, il n'y a pas eu un grand nombre de Béninois qui sont sortis. Il fallait voir l'engouement. La NIP, écoute, parce que lorsqu'il parle, on n'a pas encore de pardon, je suis je t'ai écouté tranquillement. Laisse-moi la parole. Les internautes peuvent avoir déjà chronométré qui a pu garder la parole jusque-là. Pas du tout. Pas du tout. Je t'ai laissé tranquillement parler. Tu es allé au bout de tes idées. Laisse-moi aller au fond de mes analyses. Parce que lorsqu'il parle, on a comme l'impression que c'est 2-3 personnes qui sont allées se faire enrôler et que tout le reste, ils sont restés à la maison. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Même si nous n'avons pas les statistiques ici, mais quand tu vois l'engouement dans les arrondissements, nous pouvons nous dire quand même. Et puis, lorsqu'il dit
que bon, il faut forcément aller dans les marchés, bon, on peut le faire, comme pour la vaccination. On peut le faire comme ça. Mais écoute, mais ceux qui se sont déplacés, ils ont une certaine conscience. Et lorsqu'on dit que les partis politiques, écoute, lorsque vous êtes un parti politique, vous n'avez pas dit que vous boycottez les élections, vous n'irez pas. Les démocrates, par exemple, expriment la volonté d'y aller. On va y arriver tout à l'heure. D'accord? Mais la sensibilisation, ça a été faite. C'est comme si l'État n'a rien fait. Il y a eu des sensibilisations dans le cadre de cette opération-là. Parce que c'est comme l'administration n'a rien fait, elle est restée passive. Non, c'est pas vrai. Il y a eu des sensibilisations pour inviter les populations à aller se faire enrôler. Il y a eu ça. Donc, ne disons pas, ne parlons pas comme si l'opération a échoué. Oui. Il y a beaucoup de Béninois qui sont allés se faire enrôler, qui sont allés remplir cette formalité-là, dans le cadre de cette opération-là. Maintenant, s'il en reste, il revient à la NIP, vraiment, de juger les choses à leur juste valeur, et s'il y a possibilité. En fonction, je le dis toujours, du délai constitutionnel, parce que d'accord, nous voulons que tous les Béninois, n'est-ce pas, c'est un devoir citoyen, le fassent, mais on ne va pas attendre, n'est-ce pas, des canards boiteux jusqu'à la veille des élections. Père Zoanago, vous voulez réagir? Oui, non, mais je voudrais juste apporter une petite précision. Évidemment, sur ce plateau ici, ceux qui sont journalistes se le reconnaîtront. Cela va de soi. Et lorsque le train arrive à l'heure en gare, je n'en ai rien à foutre. C'est ça, mon job. Et c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Je parle du journalisme, bien entendu. Le train arrive à l'heure à la gare. Ben, cela va de soi que le train est appelé à arriver à l'heure. Ben, je suis en train d'observer que le train arrive en retard. Et on m'empêche d'en parler. Et on dit, ben, tant pis. Non, le train doit arriver à l'heure. Et lorsque le train arrive en retard, c'est là qu'il y a un sujet. Le chien mord un homme. Il n'y a pas de sujet. Le chien mord un homme tous les jours. On l'amène, on le vaccine, on le soigne. Et puis, c'est du quotidien. Que le chien morde un homme, cela relève du quotidien et de la normalité. Mes chers amis, lorsqu'un homme arrive à mordre un chien, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'intéressant pour le journaliste? Que les gens se déplacent pour aller, je vais observer. Mais lorsque je vois que l'objectif est d'enrôler le maximum d'individus, d'enrôler tous les Béninois. Enfin, c'était l'idéal d'ailleurs. L'idéal, c'est d'enrôler tous les Béninois. Et que j'observe que pour un certain nombre de décisions qui n'ont pas été, ou de prédispositions qui n'ont pas été prises, on n'en a pas suffisamment enrôlé. Ou certains n'ont pas pu parce que le temps d'attente. C'est pour ça qu'il y a une prorogation. Le journaliste que je suis, qui annonce que l'homme a mordu un chien, je dirais donc qu'il y a mal donne. Et qu'on ne m'empêche pas de le dire. Alors, maintenant, les autres qui font de la publicité ou de la communication, ils ne verront que le chien qui arrive à l'heure en gare, le problème ne se pose pas. Alors, Père Zoanago, lorsque je reste avec vous, le parti politique Les Démocrates a posé des conditions pour sa participation aux élections législatives 2023. Ils émettent quelques doutes par rapport à l'indépendance et à la transparence du travail qui sera fait par rapport à la NIP, qui a la gestion de la liste électorale informatisée, parce que pour eux, la LIP est un organe de l'État et l'État étant sous le tutorat du gouvernement, et donc ils pourraient avoir des inquiétudes. Est-ce que leurs inquiétudes sont fondées? Tout à fait fondées. Je suis heureux que vous ayez finalement chuté en parlant d'inquiétude. Au départ, ils ont imposé... Non, ils n'imposent absolument rien. Ces partis politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, qui émettent des réserves par rapport à la façon dont la liste a été constituée ou la liste a été conçue, ont pleinement raison parce qu'en réalité, tout part de la transparence, de la qualité de la liste électorale. Si une liste électorale est de qualité, elle est transparente et remplit un certain nombre de conditions, vous êtes rassuré d'aller à une élection qui aussi sera transparente et sans problème. Mais lorsqu'on observe que normalement la liste, pour être conçue, devrait réunir en son sein un certain nombre d'observateurs, pourquoi on a peur d'y inviter des observateurs avertis, des concernés? Lorsqu'il s'agit d'aller la population, d'haranguer la population, de l'inviter à aller se faire vacciner, de l'inviter à aller se faire enrôler, on accuse l'opposition de ne pas parler.
Mais lorsque l'opposition dit, mais tiens, je voudrais aller voir comment est-ce que cette liste sera constituée, ça pose problème. Ça ne devrait pas poser problème. L'opposition n'est pas off pays. L'opposition est au sein de la population. Si nous concevons que l'opposition, c'est une entité qui représente aussi une bonne partie de la population, on devrait accepter que l'opposition puisse trouver à dire. Elle doit être présente. Et ce n'est pas seulement l'opposition. Dans les pays où on voudrait que les élections ne soient pas contestées véritablement, dans les pays où on voudrait que les élections soient empreintes du sceau de la transparence, on fait venir et même les représentants de la société civile. Parce que c'est des gens qui sont au sein de la population. Une liste ne se conçoit pas dans des alcôves. Ce n'est pas dans le couvent que ça se fait. C'est dehors. Au vu au sous de tout le monde. Alors, ne pas vouloir le faire, c'est autre chose que la transparence. Vous avez suivi? Je comprends très bien, perso. Je vois un peu sa logique. Il y a une opposition intelligente sans laquelle il n'y a pas de liste fiable, il n'y a pas de liste transparente, il n'y a pas d'élection transparente. D'accord? Je suis d'accord que les démocrates puissent être inquiets, c'est leur droit. Pourquoi refuserait-on, n'est-ce pas, à des membres, à des responsables de partis politiques, n'est-ce pas, de dire leur opinion, de dire ce qu'ils pensent, c'est leur droit, nous sommes en démocratie. D'accord? Mais est-ce à dire que ceux-là qui déjà réclament cela, ceux qui réclament ça, c'est ceux qui sont présents, ce n'est pas ceux qui sont en prison. Hein. Vous avez dit les démocrates, et ils ont des porte-voix. Vous êtes d'accord avec moi? Actuellement, le parti est là. Même si par le passé, nous savons que les lois qu'on critique, les processus qu'on dénonce, finalement, on a fini par entrer dans les mêmes processus pour devenir parti légalement constitué. Je ne veux vous rappeler rien, mais vous savez que dans ce pays, on a dénoncé des lois scélérates, ceci, cela. On a posé des conditions pour dire nous n'irons pas aux élections, nous allons boycotter les élections. Mais il y en a qui, après, avec les mêmes lois, avec le même ministère, sont allés remplir les mêmes formalités qu'ils dénonçaient pour devenir parti légalement constitué. Je dis que c'est leur droit de critiquer, on ne peut pas leur refuser ça. Mais il ne faut pas qu'on me fasse croire qu'il y a une opposition intelligente. Et cette opposition se limite à ceux qui sont actuellement en prison et ceux qui sont en exil. Moi, je ne veux même pas parler justement, le parti politique, les démocrates, pose 3 conditions. Ceux qui sont là aujourd'hui, qui suivent, laisse-moi, je cite, laisse-moi, je sais de quoi tu veux parler. Ah. D'accord? Les 3 conditions dont on parle, Ben là, ce n'est pas nouveau, c'est le même refrain. ça lit même dans les esprits. C'est le même refrain, esprit? les mêmes conditions. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la première fois que ces conditions, ils les ont Vous êtes posées. sûr que c'est la question que vous m'aviez posée, que vous lui avez D'accord. posée? C'est à ça qu'il répond. Donc, discipline un peu. Non, vous avez- non, discipline, non, vous- parce on que dirait- tout à l'heure, on dirait qu'il on passe a l'émission on a l'impression que quand Non, on non, donne la non, parole, Pardon. mais il est piqué par une mouche là. Les Dis-lui étudiants nous de se écoutent. taire. La question que vous avez posée, Non, c'est pas à toi de c'est dire. pas à ça qu'il répond. Non, non, Perso, dis-lui de se Autrement, taire. vous choisissez. La Vous êtes discipline entendu sur ce qu'il l'impose. doit dire. Comment Tout nous à l'heure, entendre? Vous l'avez posé Tout quelle à l'heure, question? Je voulais le poser il a la parlé. Mais Non, 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 il non, dit, non. c'est- parce que Écoute, on répond à il autre est chose. journaliste, Pas à toi d'accord? de le dire. Il est journaliste, Non, mais il il connaît ne les répond 3 pas à votre conditions. préoccupation. J'ai comme l'impression que, Non, non, j'ai comme c'est pas l'impression sérieux, c'est que pas sérieux. mon Je suis analyse là, désolé. Alors, je crois que Eloge, ça lui Eloge, donne je suis la désolé. fièvre. Eloge, Ça lui donne Vous la me posez fièvre. des questions, je réponds à vos questions. Je Vous me le posez dis, des questions, je réponds à autre Ça ne chose. tient pas la route. Eloge Ganaro, Il y a une Quelle est opposition cette émission? actuellement au Bénin Eloge Ganaro. qui ne Quelle est parle cette pas émission? comme si l'opposition se limite Quelle est cette à émission? ceux qui sont en Eloge- Kader, réunion. reprenez votre émission. Et frère. ceux Eloge qui sont Ganaro, si vous à permettez. l'extérieur. Eloge Ganaro. Il n'a pas à me rappeler à l'ordre. Eloge Ganaro. Je crois que c'est toi qui Eloge à la Ganaro. police des débats. Alors, Il Eloge a Ganaro, parlé tout à Nous allons l'heure. mettre un peu de l'eau Maintenant, dans le vin. pourquoi Alors, il Eloge pique une Ganaro, allergie, vous il me pique permettez une maintenant? fièvre quand je Vous prends la me- parole. Il peut pas s'arrêter. Si moi j'ai pu supporter ce qu'il dit, pourquoi il ne peut pas supporter ce que moi je dis? Il n'y a pas de Donc, Je ne supporterai que les Et questions remets que les vous lui avez choses à posées. l'ordre Alors, et et sa laisse-moi. Je reprends ma question. Voilà. Oui, oui. Le parti reprenez politique la Les question. Démocrates Non, non, a non, ce imposé. n'est pas à toi de lire. Le parti Je politique vous en Les prie. Démocrates Je vous a en prie. imposé Pas d'opposition trois intelligente et pas conditions. d'opposition intelligente. Elle veut co-gérer la liste électorale informatisée. Elle exige le retour des exilés politiques et également la libération des détenus politiques. Voilà. Et je te dis, Kader, ce n'est pas nouveau. Tu veux me dire maintenant que c'est la première fois que tu entends ça? Il y a eu les législatives 2019 ici, c'est le même refrain. Il y a eu les communales, la même chose. Maintenant, la présidentielle, la même chose. Est-ce que la présidentielle, tu n'as pas entendu parler de conditions, d'exigences liées au retour des détenus politiques, liées à la libération des exilés libérés, ceci, cela? Tu as entendu ça? Je dis que ce n'est que des prétextes pour ne pas aller aux Y élections. a-t-il pas de détenus Ceux politiques? Y a-t-il qui- pas d'exilés Il y politiques? en a.
Mais je dis, Il y a des détenus politiques selon vous. écoute, Il y a des détenus politiques selon vous. écoute, ce que moi je vous dis, écoutez. Oui, mais répondez à la question. Détenus politiques, je ne fais que répéter ce qu'ils disent. Des exilés politiques au Bénin, selon vous. Mais je ne fais que répéter, j'ai dit les exigences. Justement, de l'opposition. Selon vous, ce n'est pas moi qui le dis. Selon vous, en tant qu'analyste politique, observateur de la vie politique, est-ce qu'il y a Je sais qu'il y a des personnalités en prison et qui ont des ennuis judiciaires. Mais écoute, nous n'irons pas les faire sortir. Ce rôle revient à la justice. Ça revient à la justice. Mais moi, je dis, écoute, ces prétextes-là, ces boucs émissaires-là, on en a trop entendu. Bon, maintenant, si certains veulent encore se baser sur ça, pour ne pas aller aux élections, ça ne va pas nous surprendre. C'est les adeptes du boycott. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils expriment la volonté, nous voulons les voir jusqu'où ira leur volonté. Alors, maintenant, s'ils choisissent encore de boycotter, ça ne surprendra personne. Alors, Père Zonago, est-ce que vous y voyez, à travers ces conditions-là, un alibi potentiel pour boycotter les législatives de 2023 qui sont assez déterminantes pour 2026? De mon point de vue, lorsque quelqu'un exige des conditions de transparence d'une liste électorale pour pouvoir prendre part sereinement à une élection, je ne pense pas de mon point de vue. Et c'est pourquoi tout à l'heure, si on m'écoutait ici sur ce plateau, ce serait bien pour nous tous. Je disais aussi bien la mouvance que l'opposition. Vous revoyez encore vos bandes d'enregistrement, vous allez m'entendre dire aussi bien la mouvance que l'opposition qui trouverait à dire pour améliorer le niveau de transparence de la liste électorale, c'est une bonne chose. Je l'ai dit ici, j'ai cité les deux entités. Maintenant, pour en venir à l'opposition qui est mise en épingle, je dis, ce n'est pas une mauvaise chose pour l'opposition que de dire la liste doit être transparente. On devrait y voir clair. On ne doit pas faire la liste dans un couvent. Ça, ce n'est pas même du propre de l'opposition. J'ai dit, toute la population béninoise qui aspire à des élections transparentes devrait avoir cette démarche. Maintenant, parlant des exigences, libérer les prisonniers politiques, faire venir les exilés politiques. Mais entre nous, s'ils sont véritablement des prisonniers politiques, il faut les élargir. Notre pays ne devrait pas compter des prisonniers politiques. Je vous en prie. C'est comme des prisonniers d'opinion. Ça n'est pas une bonne chose. J'en ai honte si cela existe. C'est pas bon pour mon pays. Il n'y a pas question de justice là-dedans. La justice, les droits humains n'autorisent pas des prisonniers d'opinion ni des prisonniers politiques. Je pèse mes mots. Qu'ils l'entendent bien ceux qui travestissent les propos des gens. J'ai été clair et je dis, je me suis fait suffisamment comprendre. Alors, je dis, ça n'est pas bon pour notre pays. Donc, qu'un parti de l'opposition ou n'importe quel passant, qu'il soit béninois ou non, reproche ou met le doigt sur cette réalité, il y a lieu pour nous tous, quels que soient nos bords politiques et quelles que soient nos démarches professionnelles, qu'on puisse être d'accord avec. Moi, je défendrai les droits humains jusqu'à l'éternité. Alors, est-ce que vous y voyez, entre autres, à travers ces conditions-là, ces conditionnalités-là également, un alibi ou un mobile pour ne pas être présent aux législatives de 2023? Non, je ne voudrais pas, moi, personnellement, faire de la science divinatoire. Je voudrais dire ceci, s'il advenait que l'opposition ou un groupe politique demande le boycott d'une élection ou des élections, enfin, je les lui concède. Par contre, me demander maintenant si les revendications d'aujourd'hui ne sont pas des prétextes pour boycotter, ce serait m'inviter à une réflexion de sorcellerie. Parce que seul le parti politique ou les partis politiques qui ne sont pas d'accord avec les conditions d'organisation, les conditions de conception de la liste électorale ou les conditions d'organisation de l'élection peuvent à des moments donnés dire nous ne sommes pas d'accord pour participer à ces élections. On a vu des gens ici se retirer au beau milieu
d'un processus électoral, et pas des moindres. C'est-à-dire, on a vu ça. Donc, il leur revient à eux d'apprécier ce qui n'est pas bon. Mais, et là encore, ne faisons pas de procès de sorcellerie contre des gens. Si ceux-là décident de ne pas aller à une élection parce qu'ils ont analysé les conditions d'organisation de l'élection et qui ne les rendent pas heureux d'y aller, leur faire un procès, c'est soi-même se mettre le couteau à la gorge. C'est jouer à un jeu obscur, dans la mesure où seuls ceux-là peuvent apprécier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour eux. Il ne me revient pas à moi, en tant que journaliste, de dire oui, ils doivent boycotter, ils ne boycotteront pas. Non. Eloge Ganaro, un mot par rapport Kader, à ce sujet pour conclure. C'est leur droit d'exprimer des inquiétudes, d'exiger que les élections soient inclusives, transparentes. Mais est-ce que, n'est-ce pas, être préoccupé par la transparence des élections, d'accord, par la fiabilité du vote, est-ce que être préoccupé par ça signifie déjà que le processus en cours est faussé, qu'il y a fraude? Il y a un processus en cours, d'accord? À l'étape où nous sommes, nous n'avons pas encore une liste définitive. Pour qu'on parle de liste frauduleuse, de manipulation, ceci, cela. C'est un processus en cours. Mais que tous les Béninois soient vigilants, que les leaders de partis, ceci, cela, puissent suivre, puissent taper du poing sur la table pour dire, il faut qu'il y ait transparence, il faut que cette fois-ci, ceci, cela. C'est leur droit. Mais cela ne veut pas dire que tout est faussé. Cela ne veut pas dire qu'il y a encore fraude. Que ce qui est commencé, il y aura fraude. La suspicion n'est pas une preuve de la culpabilité De toute façon, ou de faits commis. Donc, façon, de toutes les façons, oui. je dis que tel que l'opposition a le droit, n'est-ce pas, d'exprimer des inquiétudes et d'exiger que les élections soient transparentes, je crois que ceux qui sont de l'autre côté également, c'est de leur droit. C'est de leur droit de dire que non, tout se passera dans les règles de l'art. Et tel que ça a commencé, nous pensons qu'il y aura plus de peur que de mal. C'est ça. Mais quant aux détenus politiques, j'ai dit détenus politiques, c'est l'opposition qui le dit. J'ai dit tout à l'heure, quand je parlais, j'ai dit, entre autres exigences, les opposants parlaient de détenus politiques, parlaient d'exilés politiques et ainsi de suite. C'est eux qui le disent. Tu es d'accord avec moi? Pour finir. Mais je continue de dire qu'ils sont des Béninois, des citoyens. Mais je ne crois pas aujourd'hui que, même en exigeant, en plaidant pour leur libération, tout cela, nous n'avons pas dit qu'il n'y aura jamais d'élection au Bénin, tant que cela. Non. Je crois qu'on continue de défendre leurs droits en espérant qu'il y aura une justice transparente et que s'ils sont réellement innocents, mais ils seront libérés. Merci. Ils seront relâchés. Merci. Mais s'ils sont coupables, je crois qu'ils vont, n'est-ce pas, exécuter les peines qu'on leur a données. Comment dirais-je, ce ne serait que justice également. Merci à vous, Eloge Ganaro, pour vos commentaires. Merci également à Pierre Jonago pour ses analyses et commentaires. Chers amis internautes, cette semaine, il a été présenté en Conseil des ministres une communication au sujet des critères d'attribution des logements sociaux et économiques, ainsi que les modalités de leur commercialisation. Ainsi, le Conseil a approuvé les 10 critères qui varient selon le type de logement. S'agissant des logements sociaux, il est à rappeler que l'État a pris en charge les coûts liés à la viabilisation intégrale des lieux ainsi que l'acquisition des domaines. L'option retenue pour leur commercialisation est la location à cession sur une durée maximale de 25 ans avec un taux d'intérêt de 3,5%. En ce qui concerne les logements économiques, la durée de location à cession est de 17 ans avec un taux d'intérêt de 6,5%. Il est à souligner que les modèles de logement, aussi bien sociaux qu'économiques, sont également de type F4, les prix variant selon le niveau de confort, la surface bâtie et le caractère individuel ou collectif du bâtiment. Alors, Père Jonago, je me retourne vers vous. Lorsque vous avez lu cela à l'issue du Conseil des ministres du mercredi dernier, quels ont été les sentiments qui vous ont animé? Le premier sentiment, c'est que nous sommes dans un régime censitaire. Censitaire au sens où, c'est-à-dire, bon, mais ça ne devrait pas étonner. Vous savez, à la tête du pays, nous avons un chef d'État qui est accusé à tort ou à raison d'être un capitaliste. Mais les faits tendent à donner raison à ceux qui le disent. J'ai parlé tout à l'heure d'un régime censitaire, c'est-à-dire la démarche est censitaire. En ce sens que tout est basé sur les gros sous. C'est une question de gros sous ici. Logements sociaux. À moins que le concept n'ait changé sous la rupture, quand on parle de logement social, c'est un logement d'habitation
à loyer modéré, vraiment modéré et à la portée du social. C'est-à-dire du béninois, je suis tenté de dire béninois lambda, à la limite. Mais quand on voit les montants, les taux d'accession, je me dis, je mets au défi même le béninois moyen de pouvoir s'en sortir. À qui cela est destiné finalement? Et même si c'est destiné aux fonctionnaires, nous avons combien de fonctionnaires au Bénin? Non. Ça, ce n'est qu'une infime partie de la population qui est dans le fonctionnariat. C'est cela aussi. Mais les autres Béninois qui n'ont pas où loger, qui voudraient pouvoir être bien logés. Parce que ne parlons qu'en connaissance de cause, ne parlons qu'avec des exemples de pays africains, parce qu'on ne me dira pas que ça se fait en Europe. Quand c'est bon, et on veut nous l'imposer, on dit c'est ce qui se fait de meilleur, il faut qu'on digitalise, il faut qu'on fasse ceci. Parce que c'est ça qui se fait aux États-Unis, c'est ça qui se fait en France. Mais en Afrique aussi, il y a des logements sociaux. Et si on m'oblige à citer des pays, j'en citerai. Où c'est véritablement, c'est au-delà même du social, où c'est construit. Quelques exemples, très rapidement avant qu'on... Oh ben allez au Rwanda à côté, parce que quand on s'évertue, on s'échine à vouloir ressembler au Rwanda ici, ben il va falloir commencer par ressembler au Rwanda sur ces faits-là. Où ce n'est pas qu'on vous dit, veuillez payer 17 000 francs même. Hein. On a observé qu'il y a une population qui est complètement nécessiteuse, on la loge. Je ne demande pas qu'on fasse exactement comme au Rwanda. Non, 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 pas du tout. Mais c'est pour que ceux qui s'apprêtent à dire ça ne se passe nulle part au monde puissent aller s'inspirer. Maintenant, ce qui peut se faire ici, c'est de réduire le montant. C'est-à-dire à la taille du béninois moyen, tout au moins. Le salaire aujourd'hui, d'ailleurs, le SMIC est à combien au Bénin? Maintenant, peut-être qu'à l'issue du 26 la rencontre du 26 avril, même si vous mettez le SMIC à 120 000 francs CFA, le béninois qui a 120 000 francs CFA ne peut pas s'offrir ces loyers-là. Il ne peut pas s'offrir ces logements. Eloge Donc, Ganaro, ça pose un problème. Eloge Ganaro, Joseph Perdonago souhaite une réduction du coût de ces loyers-là. Est-ce que vous voyez les choses de son même point de vue? Avant de parler de la réduction du coût des loyers, il faut que le logement existe d'abord. Il faut que le logement existe. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. D'accord? Des gouvernements se sont succédés. Il y a eu des acquis. Logements sociaux, ce n'est pas avec ce gouvernement, ce régime qu'on a commencé par en parler. N'est-ce pas? Ce n'est pas avec ce régime, le pouvoir du président Talon, qu'on a commencé, qu'on a eu l'idée des logements sociaux. Je crois qu'il y a eu d'autres gouvernements, d'accord, qui ont cela en projet. Mais dites-moi, ça aboutit à quoi? Quand on parle des éléphants blancs, je crois que les logements sociaux de quelqu'un ou d'autres ont battu le record de cette affaire des éléphants blancs. Il n'y a pas que le Parlement, l'Assemblée nationale, il n'y a pas que la constitution du siège de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas que les centrales de Maria Glita. Il y a également des logements sociaux qui sont assis en bonne place dans cette affaire d'éléphants blancs-là. L'État a investi ou non. Donc moi, je dis, première chose, avant d'en arriver au coup, il faut quand même saluer cette vision-là. Cette vision-là qui est en train de se concrétiser. Parce que de toutes les façons, quels que soient les coûts, ça ne restera pas vide. Il y aura des Béninois qui vont les prendre. D'accord? Donc, il faut saluer cela. C'est la première chose. La deuxième chose? La deuxième chose, Kader, vous comprenez un peu que si réellement on doit fixer le coût réel de ces logements-là, je ne sais pas encore, je n'ai pas fait le calcul, ça ne va pas être 80 000, ça ne va pas être 150 000. On a dit que l'État a pris en charge la viabilisation des lieux, l'acquisition du domaine. Et selon le degré de confort, selon la surface que cela occupe, et que ça soit individuel ou collectif, le coût est en conséquence. Je ne dis pas pour dire que c'est le meilleur coût du monde, mais je dis que peut-être que si l'État ne devrait pas tenir compte de tout cela, ça ne serait pas au coût qu'on a fixé aujourd'hui. Mais cela étant dit, oui, je ne refuse pas qu'on puisse le faire dans des conditions plus acceptables pour les Béninois. Je parie qu'aujourd'hui, si on va, ces projets-là se réaliser, n'est-ce pas, à Tchoumi, ailleurs, où il y a quand même des agents au service de l'État, on ne va pas le faire à ce coût-là.
Donc, disons que tout n'est pas parfait. C'est un processus qu'on a engagé. S'il y a des observations à faire, s'il y a des insuffisances, il faut le dire, je ne refuse pas. L'État même tiendra compte de ça et saura comment corriger. Mais moi, je me réjouis déjà du fait que cette vision-là est en train de se concrétiser. Parce que des Béninois en ont besoin. Même si ce n'est pas la totalité des Béninois. Eloge Ganaro, nous allons très rapidement passer également à un autre sujet, un petit commentaire également, notamment sur cette initiative de législation pour l'octroi de pensions aux députés présidents de décision de la République. Dites-nous, Père Zonago, vous avez lu un peu les commentaires sur la toile de part et d'autre. À votre niveau, comment vous percevez cette initiative? Non, ben, c'est une grosse trahison. Si Une trahison? Une grosse trahison. Pourquoi parlez-vous de trahison? Ouais, on dit les parlementaires qui voudraient, jusque-là encore, c'est au conditionnel, qui voudraient s'offrir des pensions. Le rôle du député n'est pas une fonction au sens premier du terme. Ce n'est pas une fonction qui conduit à la retraite. On offre, généralement, sous notion, on offre des pensions à ceux qui, durant un certain nombre d'années, ont accompli des services, que ce soit en public ou en privé, et qu'ayant fait des procédés à des cotisations, à minima, tout au moins, peuvent prétendre à des pensions, c'est-à-dire au prorata de ce qu'ils ont eu à faire. Je comprendrais si, à l'entame de leur mission, parce que c'est une mission que le peuple est censé leur avoir confiée, dès l'ouverture d'une mandature de 5 ans, quand on est dans le schéma de 5 ans, ce qu'ils auraient thésaurisé en termes de contribution ou de cotisation sur les 5 ans, ils sont libres d'en disposer comme bon leur semble. Ça, je ne serai pas ici à leur en vouloir. Mais s'ils veulent greffer sur le budget leurs prétentions. Et je me dis, c'est une grosse trahison. Ils trahissent le peuple, ils trahissent la jeunesse qui s'est retrouvée à un moment donné à les accompagner pour être élus. Et ils le sont. Et aujourd'hui, au lieu de renvoyer l'ascenseur à la jeunesse, on veut maintenir la jeunesse dans la paupérisation. Parce que en termes d'incidence financière, ce que cela peut coûter sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et ad vitam, parce que là, les pensions, c'est pour toute votre vieillesse. Et certains même rétrocèdent leurs pensions à leurs ayants droit quand ils ne sont pas là. Mais ça, c'est un gouffre abyssal dans lequel je ne voudrais que personne ne nous y conduise. Et c'est important. Eloge Ganaro, sur la même question. Je voudrais abonder dans le même sens que mon pour une fois, vous abondez dans le même sens. Abonder dans le même sens. Il applaudit même. Ah oui. Ah oui, s'il faut l'applaudir, je l'applaudis. Ça c'est mon jour anniversaire. Je renchéris, j'applaudis. Oh. N'est-ce pas? Pour dire que... Prenez une bière de ma part. Ah non, vous pouvez m'en offrir 2 en plus ou 3. Un peu plus sérieux. Voyez-vous? Vous renchérissez. Écoutez, Kader. Oui. Voyez l'esprit. Hein? L'esprit qui sous-tend, n'est-ce pas, l'élection d'un député. C'est un mandat. D'accord? Vous pensez que le mandat, c'est pour aller s'éterniser à l'Assemblée nationale? Est-ce que l'esprit, c'est pour que vous soyez député à vie? On parle parfois de pouvoir à vie. Est-ce que c'est pour être parlementaire à vie? Je ne pense pas. Représentant du peuple. Je pense que même si vous faites un seul mandat, un mandat bien fait, avec des lois sociales, vous remplissez le contrat. Je crois que vos mandataires vont vous tirer chapeau. Je le crois bien. Les populations n'élisent pas les députés pour devenir là-bas des carriéristes et après bénéficier des pensions. Je ne le crois pas. Aucun électeur ne dira aujourd'hui qu'il a voté pour un député pour devenir carriériste là-bas, pour mourir avant de quitter son siège et pour bénéficier par la suite des pensions. Non, vous travaillez pour le peuple, vous représentez le peuple. Et voyez, lorsque dans une réforme, actuellement, puisqu'il y en a qui sont là, qui reviennent, qui sont là à chaque mandature, ils reviennent, ils ont la magie, ils ont le pouvoir, ils ont la puissance de revenir à chaque mandature. Et là, il faut faire le bilan pour savoir... Magie, oui, ils ont la magie, tout et tout pour revenir à chaque mandature. Et ceux-là, lorsqu'ils reviennent X fois, ils reviennent un certain nombre de fois, c'est toujours avec des avantages. Un député n'est pas, comment dire, 800 000, n'est pas 1 million.
vous le voyez, avec d'autres avantages. Et je dis que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir siéger, même si c'est une seule mandature, de pouvoir travailler pour combler les attentes de ceux qui vous ont élus. Maintenant, oui. lorsque on réclame des pensions, alors que dans la nouvelle réforme, vous avez la possibilité de faire renouveler votre mandat 2 fois. 5 ans, puisque c'était, je crois, 4 ans, non? C'est allé à 5 ans maintenant. Ceux qui auront la chance de revenir, de faire 3 mandats, ça fait 15 ans. Et après 15 ans, on veut encore jouir d'une pension paisible jusqu'à sa mort. Ce n'est pas possible, on ne doit pas accepter ça. La députation je sais d'être une fonction. qu'ils constituent une majorité là-bas. Et que comme ça va dans leur intérêt, je ne vois pas combien de députés vont se lever et dire jamais, nous n'en voulons pas, il faut combattre cela. Je n'en vois pas. Mais je dis que le peuple les suit. On ne les a pas envoyés là-bas pour aller devenir des carriéristes. Peut-être parce que je crois que dans les nouvelles réformes, la 8e législature s'en va, peut-être qu'ils cherchent un lot de consolation. Parce que certains sont persuadés qu'ils ne reviendront pas. Peut-être que c'est une consolation. Ils veulent se donner, s'attribuer même une consolation. Nous allons partir, d'accord, mais il faut que nous ayons quelque chose à côté. Ça ne passera pas. Maintenant, quant aux anciens présidents, je le dis, les anciens présidents d'institutions, c'est tout à fait normal, c'est institué par la Constitution. Il faut que nous fassions les choses dans les règles de l'art. Ce n'est pas inventé, ce n'est pas une violation de la loi. C'est dans la Constitution, il y a une disposition de la Constitution qui le prévoit. Maintenant, si ça passe par l'Assemblée, c'est voté normalement, et ça passe à la Cour constitutionnelle, qui trouve que c'est conforme à la Constitution. Je crois que tout est bien parti. Nous n'allons pas voir quand même un ancien président de la République, clopin, marcher, et comme si c'est rien du tout. C'est quand même l'image du pays qui en prend un coup. Ancien président de la République, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, à l'extérieur, qui va nous représenter et qui quand même va représenter le Bénin à un colloque, à une grande réunion internationale. Et ancien député, il faut quand même un minimum député, pour service bien rendu à la nation. Ancien député. Je crois qu'il mérite cela. La loi l'a dit, je ne suis pas contre cela. Alors, ancien député, je ne suis pas pour. Mais s'il est ancien président de l'Assemblée nationale, oui. Alors, je me retourne vers vous, Père Zouanago. Alors, avec le vote d'une telle législation, on risque d'avoir des personnes qui auraient pour ambition ou pour carrière député. Parce qu'il dira, je vais à l'Assemblée, je fais 3 mandats et j'ai ma pension, je suis à la retraite, peut-être. Même un seul mandat. Ça devrait pouvoir lui faire valoir ses droits. Tout à fait. Aux pensions. Non. Et je pense que, contrairement à mon vis-à-vis qui dit ça ne passera jamais, je dis ça pourrait bien passer. Vous savez, moi, je le dis, je dis ce que je pense. Même si c'est le grand patron même qui a dit, faites ça, on va voir. Mais je ne nomme personne. C'est qui le grand patron? Oh, ben, il y a toujours un boss. Le boss a dit, les gars, mettez ça, on va voir. Je vais voir ce qu'il peut faire. Ça passera. Mais tout à l'heure, dans son argumentaire, Loge Ganaro faisait observer quelque chose, qu'il y en a beaucoup qui sont sûrs de ne pas revenir. Et donc, on réfléchit à une alchimie pour avoir déjà un lot de consolation. Non, mais c'est clair que... Et c'est en cela que je suis en train de dire, si c'est le boss même qui a dit ça. Parce que certains se seraient plaints au boss pour dire, bon ben, je fais de la fiction, hein. Mais écoutez, nous, avec cette affaire maintenant de seulement tel nombre de mandats, on ne reviendra plus. Parce qu'avant, c'était, vous pourrez venir quand ça vous plaît. Et puis d'autres vont dire, ben, écoutez, nous, on est en train de finir et il y a des jeunes impatients qui me poussent. Ben, comment on va faire, patron? Le patron a dit, bon, ben, essayez de trouver une idée là, on va voir comment on va gérer. Si c'est le patron qui a dit ça, et je pense que le patron est capable de dire une telle chose. Mais de quel patron parle? Oh, je vous en prie, laissez-moi avancer. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, il faut le laisser aller au bout de ses idées. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Le patron, le grand boss, a dû dire, bon, ben, écoutez, mettez. Ça passera. On a vu ici des gens qui débarquent de nulle part. On leur fait des salaires mirobolants sous la rupture. Et puis, ça coûte maintenant la mise à la retraite enfin, il y a 20 personnes qui partent, par exemple, d'une entité donnée et on recrute quelqu'un qui seul a le salaire de 10 personnes. Ça, là, existe. Ben, alors, le grand chef qui tolère ce genre de choses peut dire, écoutez... Là, on voit de qui parle-t-il? De quel grand chef parle-t-il? J'ai encore la parole et quelqu'un tente de me l'arracher. Dites-lui de ne pas tenter ça. Je me tais. Alors, donc, si c'est le grand chef, ils le feront. Et ça passera. Et comme il est très légaliste, nous viendrons ici et il va applaudir que c'était une très bonne idée. Il ne dira pas que c'est contraire. Vous voulez réagir? Je veux réagir. Moi, je n'ai pas la preuve. Je ne veux pas faire de procès d'intention ici. Je n'ai pas la preuve que ça soit le grand patron, encore que je ne sais pas de quel grand patron il s'agit. Parce que le grand patron, moi, je veux pas être hypocrite.
peut-être qu'il fait allusion au président de l'Assemblée nationale, c'est un grand patron également. Peut-être qu'il fait allusion au président de la République, c'est un grand patron également. Peut-être que, bon, le président de la Cour constitutionnelle, c'est quand même un Béninois, c'est un grand patron. Pourquoi lui aussi il ne pourrait pas proposer? Ce sont des grands patrons, ils sont tous des grands patrons. De toutes les façons, moi, je n'ai pas de preuve qu'il y ait un grand qui parle du beau des beaux. qui impose ça. Le beau des beaux. Mais il y a ce qu'on appelle proposition de loi, projet de loi. Les députés, leur prérogative, c'est dans leur prérogative, ils peuvent faire des propositions de loi. Et je pense, le patron, ça, ce n'est pas dont on parle là, qu'il soit patron de l'Assemblée nationale, qu'il soit patron du parti politique, qu'il soit de la Cour constitutionnelle. Je ne crois pas que ça soit seulement ceux-là qui soient intelligents et qui leur proposent ça. Parce qu'ils savent eux-mêmes que c'est dans leur intérêt. Les députés, sachant que, bon, il n'y aura plus de mandat à ne point en finir, ils peuvent envisager des propositions de loi. Et que les positionnements prochains réservent beaucoup de surprises. Voilà, maintenant, nous attendons. Même si c'est ceux-là, je crois que les patrons dont on parle, ils seront raison gardés dans la mesure où ils sont quand même à l'écoute du peuple et tout en gouvernant, ils doivent se dire également que la gouvernance, c'est également écouter le peuple et tenir compte de l'avis du peuple, de l'opinion du peuple. Merci à vous, Euloge Gonaro. Merci également à Joseph Perjonago. Nous sommes à la fin de cette émission. Mais un petit peu tour de table très rapidement. Perjonago, la semaine prochaine, le 26 avril, le président de la République recevra au palais de la Marina pour des échanges des responsables des centrales et confédérations syndicales. Au menu, la revalorisation des salaires et autres revendications. Dites-nous, Perjonago, quelles sont vos attentes latentes à l'issue de cette rencontre? Je voudrais d'entrée de jeu dire que c'est une très bonne chose qu'il y ait souvent ces dialogues sociaux et que les acteurs sociaux soient en face du patron, du grand patron. Vous voyez, donc, et je voudrais souhaiter qu'au cours, et pendant et à l'issue de ces concertation, que le plus grand nombre soit le grand gagnant, le plus grand nombre. Ce qu'on ne fait pas la part belle à une minorité. Donc, ça va rejaillir sur toute la population. Parce que si on revalorise les salaires, c'est évident que le bas peuple va ressentir. Même nous aussi, on va ressentir cette revalorisation des salaires. Mon neveu qui est enseignant ou aspirant, il va cesser de me demander du gari, par exemple, vous voyez. Donc, ça va m'arranger. Les syndicalistes, les responsables syndicaux, c'est des gens responsables, c'est des personnalités responsables. Et je me réjouis déjà qu'ils y croient. Revalorisation des salaires et du SMIC, je crois que c'est des gens responsables, ils ont une certaine expérience. S'ils n'y croient pas, ils n'iront même pas rencontrer le président de la République ou autre personnalité de l'État. Ils y croient. C'est la première observation. Deuxième chose, je constate qu'il y a un comité qui a été mis en place. Le travail se poursuit normalement, il n'y a pas de blocage. Au point même où le chef de l'État, à un moment donné, a dit non, ce que vous proposez, je ne suis pas satisfait. Parce que lui, il veut que cela aille dans le sens de l'intérêt général des travailleurs. Ce qui a été fait, il dit non, il trouve ça insuffisant, il dit non, allons encore plus loin. Est-ce qu'on ne peut pas revoir autrement pour faire en sorte que cela soit plus en faveur des travailleurs? C'est déjà une bonne chose, une preuve de la volonté. Et troisième chose que je dois dire pour en finir, je veux bien croire également que cette bonne volonté-là, qui a été exprimée de part et d'autre, ça va contribuer, n'est-ce pas, à faire en sorte que cela aboutisse et que effectivement la revalorisation des salaires, ça aille dans le sens de l'intérêt des travailleurs et de l'intérêt des syndicats pour qu'on puisse dire que c'est quand même un grand pas qui a été franchi. Merci à vous, Euloge Gonaro. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Grand Matin. Vous étiez face au directeur de publication du quotidien La Dépêche, Joseph Perzo. Porte-parole de l'opposition. Il se qualifie l'un de porte-parole de l'opposition, l'autre porte-parole de la mouvance. Merci. J'endosse la responsabilité. Merci, porte-parole de l'opposition, d'avoir bien défendu corps et âme l'opposition. Continuez votre travail, vous en avez droit. Et bon vent à l'opposition et à ses représentants que vous êtes. Merci pour cet honneur. Cela enrichit également le débat démocratique, la contradiction. Merci à tout un chacun. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Portez-vous bien. Très bonne suite de programme sur EZAE TV. À demain dimanche, à vous l'inviter.